Bonjour, donc bienvenue au webinaire Comment sécuriser vos API que nous réalisons Reach5 avec notre partenaire Wavestone. Tout d'abord, quelques notes sur logistique. D'abord, donc le son sera diffusé sur votre ordinateur. Il n'existe pas d'option pour pouvoir vous connecter par téléphone. Veuillez vérifier que le son de vos haut-parleurs au cas soit bien activé et réglé. Nous aurons une session de questions-réponses, donc merci de poser vos questions à tout moment dans l'onglet Q&A prévu à cet effet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez cliquer sur l'onglet Aide. Des personnes sont à votre disposition pour vous aider. Le webinaire est enregistré et donc sera mis à disposition dès demain sur notre site internet. Donc aujourd'hui, en termes de speaker, donc moi, Vincent Jolivet, en charge de l'avant-vente chez Reach5, et notre partenaire Wavestone, David, je te laisse te présenter. Bonjour, donc David, manager au sein de la pratique cybersécurité et expert en IAM et en gestion des accès. Donc aujourd'hui sur l'agenda, 3 parties avant les questions-réponses. Donc d'abord les use cases et enjeux de sécurité des API. Ensuite, nous aborderons les standards et les solutions pour résoudre ces enjeux de sécurité. Et ensuite, quelques mots sur les API Reach5, comment elles vous aident et comment elles sont implémentées sur ces aspects-là. Et ensuite, une session de questions-réponses. Donc tout d'abord, les use cases et enjeux de sécurité des API. Donc, nous aurions pu commencer avec des définitions de ce qu'est une API, comme échanger des données, interconnecter des systèmes. Mais on a choisi de démarrer en fait avec 3 exemples de solutions qui sont connues. Donc tout d'abord, et qui vont chacune illustrer différentes facettes des API. Donc tout d'abord, une application qui s'appelle Strava de sport, qui va vous permettre de monitorer vos exercices physiques. Société créée en 2009 avec un revenu aujourd'hui de 35 millions de dollars. Uber, créé également en 2009, largement plus gros en termes de revenus. Et Twilio, une société qui fait, on va dire, de la téléphonie, de l'abstraction de téléphonie, des SMS, créée en 2008 avec une market cap aujourd'hui qui est à plus de 16 milliards et même, je crois, bien au-delà récemment. Quelques mots tout d'abord sur Strava. Donc d'abord, Strava, c'est l'application numéro 1 pour les coureurs et les cyclistes. 55 millions de personnes l'utilisent régulièrement. Donc bien entendu, ça enregistre votre exercice, mais sous l'angle des API, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un repository d'app. Il y a plusieurs centaines d'applications là-dessus qui sont en fait liées à des API qui sont ouvertes par Strava pour permettre à des gens de venir augmenter Strava. Donc on va trouver des applications de différentes natures. On va trouver une application pour les pays nordiques qui permet au niveau des impôts d'indiquer automatiquement ce qu'on fait avec son vélo parce que voilà, c'est des gens qui favorisent le vélo. On va trouver des initiatives locales et on va en voir quelques autres. Et bien entendu, donc tout un écosystème de développeurs qui se développe autour de ça. Donc le principe, c'est que Strava, les données sont de l'or, elles sont monétisables. Et donc on va vouloir ouvrir de manière sécurisée le partage et l'interconnexion de l'appli avec un écosystème beaucoup plus riche. Ensuite, Uber. Donc Uber, c'est d'abord une application qui s'est construite sur les API. Donc lorsqu'ils ont construit leur application, ils se sont appuyés sur les infrastructures du cloud, donc tout se passe via API. Ensuite, sur la partie communication, ils sont eux-mêmes utilisateurs de Twilio. Sur la partie cartographie, ils utilisent des services de Google. Sur la partie paiement, Braintree. Et sur la partie email, pour interagir avec vous, vous envoyer la note de la course, etc. Donc là, il y a également besoin API pour aller plus vite, pour construire cette application-là. Et en 2014 aussi, Uber s'est dit qu'on doit ouvrir en plus toutes les données qu'on a captées, mais aussi ramener encore plus d'utilisateurs. Donc ils ont développé des API avec la vision que la simplicité d'intégration de leurs fonctionnalités via des API était un vecteur de croissance. Donc ils ont fait des partenariats. Donc la notion de partenariat est importante aussi avec les API, avec des gens comme OpenTable, Starbucks, TripAdvisor, United Airlines, pour augmenter la surface de clients. Et ils allaient même jusqu'à offrir $30 de crédit pour venir. Et donc ils ont créé des API pour que tous ces gens-là puissent intégrer facilement dans leurs applications les fonctionnalités Uber. Et donc ils ont notamment créé des widgets
pour facilement, depuis l'appli Starbucks, j'ai commandé mon café, le temps il sera là dans 3 minutes. En plus, derrière, je commande mon Uber depuis mon appli. Donc, une simplicité d'utilisation. Mais vecteur de croissance pur Uber. Et ensuite, Twilio, donc là, on est sur un modèle un petit peu différent où l'API est le cœur business en fait. C'est-à-dire que la vision de Jeff Lawson, le CEO de Twilio, qui est quand même une société dans la téléphonie qui est valorisée quand même à quelques dizaines de milliards. Et lui, la vision de la société, le business model, c'est qu'ils ont pris tout un système compliqué qui est la téléphonie et ils l'ont réduit à 5 appels d'API. Et c'est des gens qui font des milliards avec ça. Donc là, on est sur plutôt un cœur business où on vend de l'API. L'API étant une abstraction d'une complexité sous-jacente qui va permettre à tous les gens qui vont avoir besoin d'envoyer des SMS, des fonctionnalités de téléphonie, de les intégrer dans leur application très rapidement, très simplement, bien entendu, en payant une fille à tout. Donc si on regarde un petit peu plus l'exemple Strava, pour voir un petit peu comment ça s'articule entre différents acteurs. Donc on va avoir Strava qui va se positionner comme consommateur de données, où là, Strava va vous proposer de vous connecter à votre montre Garmin, à votre device Fitbit, à votre montre Apple par exemple, pour récupérer ce que vous avez fait, que ce soit de la marche, du sport, de la piscine, etc. Donc depuis Strava, en fait, Strava a mis dans son application les menus pour choisir. Donc là, si on va dans ces menus-là, qu'on veut se connecter à une montre, on choisit une montre Garmin et à ce moment-là, Strava, via un connecteur et un partenariat avec Garmin, vous redirige vers le monde Garmin et Garmin qui, à ce moment-là, va vous demander si vous êtes d'ordre de vous identifier, de savoir qui vous êtes et ensuite vous demander si effectivement vous êtes bien qui vous êtes et si vous acceptez que vos données soient envoyées sur votre compte Strava. Donc on voit aussi un concept important dans les API, c'est la notion de Trust Boundaries. Donc on a d'un côté Strava, d'un côté Garmin, et dès qu'on va franchir ces frontières-là, on va avoir besoin de sécuriser. On va avoir besoin de sécuriser dans les deux sens. Ensuite, l'autre aspect, c'est Strava qui fonctionne comme fournisseur de données. Donc là, on est sur une autre typologie d'application. On est sur une appli qui s'appelle RunGoApp, qui permet d'ajouter automatiquement des informations vocales de guidage à votre parcours et augmenter ainsi l'expérience. Donc là, on voit aussi la notion d'augmentation de l'expérience, d'enrichissement de la valeur des données que j'ai pu générer. Demain, j'ai mis au point un parcours assez compliqué, mais demain, via mon casque, j'entends que je dois tourner à gauche, je dois tourner à droite. Si je suis en vélo, c'est potentiellement encore plus intéressant, je reste bien concentré sur la route. Donc RunGoApp va vous permettre en fait de faire tout ça en vous connectant à Strava. Donc là, Strava va devenir fournisseur de données sur lequel RunGoApp va venir créer de la valeur, créer de la donnée additionnelle. Et bien entendu, tous ces systèmes de connecteurs qui apportent de la valeur à l'utilisateur final sont monétisables. Donc là, par exemple, RunGoApp a une version gratuite, mais si vous voulez vous connecter avec Strava, vous allez devoir à ce moment-là venir passer en mode premium. Et donc là, on parle de monétisation. On revient un peu sur le modèle Twilio où les API on fait payer l'utilisation de certaines API. Donc très rapidement, le rappel des bénéfices en fait. Pourquoi aujourd'hui on utilise les API? On cherche à augmenter son audience. Il y avait l'exemple Uber, il y a l'exemple Strava avec RunGoApp. On veut ensuite partager pour inventer des usages dans différents domaines. RunGoApp en est un, mais aussi la partie géo. Donc là, typiquement, je donnais l'exemple des impôts dans les pays nordiques avec les trajets vélo. On va bien entendu diminuer les temps de développement, l'exemple d'Uber, core business model avec Twilio. On va vouloir rajouter des features qui ne sont pas core business. Donc là, c'est aussi le modèle un peu d'Uber. Le paiement, la cartographie, mais aussi sur des sites plus retail. Aujourd'hui, si je veux que mes utilisateurs mettent des avis sur mon site, que je veux un programme de fidélité, et donc je vais avoir un millefeuille de solutions, et je vais vouloir agréger ces solutions-là de manière via des API pour être plus agile, mais aussi en sécurisant tout ça. On va chercher à monétiser des fonctionnalités. Expedia indique aujourd'hui générer 90% de ses revenus via les API. eBay génère 60%. Et on a aussi des actions potentiellement sociétales. Par exemple, Strava, dans certaines villes, avec des accords, partage les usages des pistes cyclables.
Donc là, on est sur Paris en ce moment, on voit des pistes cyclables qui se mettent dans tous les sens. Espérons que la ville de Paris a utilisé de la data pour savoir où mettre les pistes cyclables de la manière la plus intelligente pour avoir le meilleur compromis, valeur pour les cyclistes, gêne pour les automobilistes. Donc, sous-jacent à ça, on voit clairement des business models qui émergent, donc le B2B2C, où très clairement, on a plusieurs acteurs, des notions de partenariat et donc une relation de confiance qui doit se mettre en place. Qui dit confiance, qui dit je franchis des zones, des trust boundaries que je vous ai montré tout à l'heure, dit nécessairement des enjeux de sécurité. Donc à un moment donné, on doit pouvoir mettre tous ces mécanismes-là de manière sécurisée en place. Donc si on revient à l'exemple de Strava, donc je suis utilisateur de Strava, mais je suis aussi utilisateur de Garmin. Je les utilise, ces deux services que j'utilise de manière totalement déconnectée, décorrélée, mais à un moment donné, moi l'utilisateur, je vois une certaine valeur à par exemple à tout agréger dans Strava. Parce que avoir tout au même endroit est plus intéressant, parce que Strava a des partenariats avec d'autres acteurs qui m'apportent de la valeur, le RunGoApp en est un exemple. Et donc, moi, utilisateur, je souhaite demander, c'est l'étape 1, à Strava, de dire, je veux dire à Strava, déléguer à Strava la récupération de mes données dont je suis propriétaire chez Garmin. Et donc, on va vouloir donner à Strava l'autorisation d'aller lire sur une API, un endpoint qui me récupérait mes parcours de vélo, de course dans Garmin. Et donc là, on est bien B2B2C et on l'a vu, valeur à la fois pour Garmin, valeur pour Strava et bien entendu valeur pour l'utilisateur final. Et en fait, c'est tout ça qui donne de l'intérêt à la mise en place de ces API. Par contre, quelles questions cela pose? Par exemple, comment Strava partage l'identité de l'utilisateur avec Garmin? Est-ce que Strava, je me suis déjà authentifié, donc Strava sait qui je suis, Strava pourrait envoyer mon email si c'est la clé de l'API Garmin. Mais Garmin, à aucun moment, va permettre d'avoir un endpoint API ouvert où je peux récupérer des données avec un email. Est-ce que Strava peut stocker le mot de passe du compte Garmin? C'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge, effectivement, quand on voulait déléguer l'accès d'un service A à des données dans un service B. On donnait effectivement ces credentials au business 1 pour aller chercher les données. Mais aujourd'hui, hors de question, même que ce soit l'utilisateur et aussi bien que Garmin ne voudront pas que Strava stocke les credentials Garmin. Ensuite, comment Garmin connaît de manière certaine l'identité de l'utilisateur? Là, ça rejoint un petit peu le mot. Donc Garmin va vouloir à un moment donné s'assurer que les données qui sont effectivement remontées de parcours le sont bien vers l'utilisateur connu, mais aussi avec son consentement. Donc comment l'utilisateur délègue à Strava un accès à ces données, à ces données Garmin. Ensuite, le consentement, voilà. Comment Garmin a vérifié d'abord que c'était bien la personne et que la personne a bien cliqué quelque part, qu'elle était en accord, en consentant pour que Strava puisse demander les données de parcours. En gros, tout ça amène à la question qui est comment Garmin fait confiance à Strava, comment on va se mettre mettre en place des systèmes pour cette confiance-là. Et on peut imaginer que Garmin va avoir un raisonnement en termes de sécurité et va imposer à Strava un certain nombre de contraintes, de respect de principes de sécurité, de respect de normes, de standards, etc. Donc là, bien entendu, on va chercher, Garmin va demander comment ça fonctionne si je suis sur mobile, sur application web, sur une single page app. Donc là, on va avoir besoin d'avoir des API qui sont sécurisées, je dirais, peu importe le canal utilisé ou la technologie sur le canal utilisé. Ensuite, donc les endpoints restent publics, donc on va vouloir les sécuriser. Et puis derrière, des considérations un peu plus techniques, on a potentiellement des volumes de flux très variables. Donc là, on va arriver sur des modèles de thread qui sont le CIA, donc Customer Identity and Access Management, strike, spoofing, tampering, etc. Et donc, on arrive à vouloir mettre en place des principes d'échange. Donc, on va chercher à mettre un flow où l'utilisateur 1 va vouloir récupérer ses ressources Garmin. Donc, Garmin a deux éléments. Ils ont un ressource serveur avec une API publique, l'API des parcours pour récupérer les parcours, et aussi un authorization server. Et donc, se met en place en étape 1 le ressource owner qui demande à Strava qu'il veut,
qui veut partager ses données Garmin. À ce moment-là, Strava envoie vers le serveur Garmin en authorization server une demande qui remonte dans l'appli Strava. On a vu les écrans tout à l'heure. À ce moment-là, le ressource owner sur l'étape 4 s'authentifie si besoin, s'il y a une session ouverte. Pas besoin. Aujourd'hui, si vous faites du social login, vous êtes logué dans votre navigateur Facebook, que vous cliquez sur le lien Facebook de n'importe quel site, automatiquement Facebook ne vous redemande pas vos credentials parce que vous les avez. Par contre, si c'est la première fois que vous y accédez, vous verrez, vous avez un écran qui vous dit est-ce que vous voulez bien partager, utiliser sous votre compte Facebook pour se connecter à tel applicatif. Ça, c'est l'étape 4. Et à ce moment-là, l'étape 5, Garmin Authorization Server va remonter ce qu'on appelle un access token, voire un ID token, qui vont ensuite être utilisés dans l'étape 6 pour pouvoir, en termes de clé, c'est la clé qui vous permet d'ouvrir, à l'étape 6, l'accès aux ressources serveurs. Et là, Garmin, en toute confiance, d'abord c'est Garmin qui a vérifié qui vous était, et derrière, Garmin voit arriver un access token, un ID token sur l'API qui vont dire bon, ok, je sais bien qui vous êtes, c'est bien passé par l'application Strava, je suis donc je franchis ma zone, ma trust boundaries, mais je suis quand même dans une relation de confiance qui s'est mise en place. Et donc on voit bien que des deux côtés, un Garmin qui fait des API ouvertes va mettre en place ces mécanismes de sécurité, et un Strava va devoir implémenter le respect de ce que Garmin lui impose pour créer cette relation de confiance. Et donc on voit bien que les deux acteurs doivent bien s'orienter vers des standards, des solutions qui vont permettre de sécuriser ces échanges. Donc là, on a parlé d'autorisation, d'authentification, mais pas que en fait. La sécurisation d'une API, c'est aussi la notion de se protéger contre les attaques déni de service. Donc là, on revient sur le modèle de threat dont on parlait. Donc là, souvent on dit il y a 4 choses essentielles à mettre en place. Le rate limiter, qui va vous permettre de bloquer certains accès sur certaines IP. L'autorisation, que j'ai décrite. La notion d'audit log, donc la non-répudiation, qui a accédé, quand, etc. Et bien entendu, l'access control. L'access control, c'est avec l'access token que j'ai récupéré, est-ce que j'ai le droit de récupérer mes parcours, mes données GPS? Est-ce que, par exemple, je veux bien partager mes données GPS avec Strava, mes données GPS Garmin avec Strava, mais peut-être pas nécessairement mon rythme cardiaque, par exemple, ou ma vitesse sur le vélo. Ensuite, donc ça, c'est ça. Mais également, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a tout un écosystème de différentes technologies pour accéder à ces API-là. On est en application mobile, en single page app, on va dire le modèle traditionnel web. Et vous voyez sur le schéma que dans un cas, on va accéder directement aux API. Dans le cas d'une application web traditionnelle, on va accéder via un web server. Et en fait, ça génère des contraintes technologiques différentes et on va chercher à avoir des solutions qui fonctionnent dans tous ces cas-là. Donc là, maintenant, quelles sont les solutions en fait? Les solutions, donc là, on va regarder avec un focus sur l'Authorization Server, donc les solutions et standards autour de ces technologies-là pour qu'effectivement, à chaque fois que Strava discute avec un Garmin, à chaque fois que Garmin discute avec un autre acteur, on n'a pas à réinventer des mécanismes, à expliquer comment on a fait et donc quelles sont les solutions qui existent sur le marché pour cela. Et donc, je passe la main à notre partenaire Wavestone via David. Bonjour à tous à nouveau. Et effectivement, je vais rentrer un peu plus dans le détail de finalement comment on sécurise une API sur la partie gestion des accès. Parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Vincent, on a besoin de récupérer des données auprès des partenaires, mais également de les exposer, que ce soit pour nos applications en interne ou pour les applications de nos partenaires. Parce qu'en effet, en fait, la consommation de ressources tiers et l'ouverture du SI sont une nécessité business aujourd'hui, et ça passe par des architectures à base d'API. Et en dehors de cet aspect architecture, il y a aussi un aspect à garder en tête, c'est que finalement, le time to market se réduit. Vous devez délivrer des applications et des services de plus en plus rapides, ce qui fait que vous avez très certainement déjà des méthodes agiles implémentées dans votre organisation, avec des chaînes DevOps, par exemple, qui sont certainement déjà là. Et en fait, il va falloir agiliser la sécurité et mettre à niveau la sécurité pour répondre à ces nouveaux standards et à ces nouveaux besoins. Finalement, quand on parle d'API, on va regarder 3 ingrédients principaux. Le premier, c'est la partie développement, où on va choisir un framework technologique, un langage de programmation, éventuellement une philosophie type serverless. On va organiser nos équipes autour de méthodes, méthodes agiles, Scrum, Kanban, etc., voire s'intégrer dans une chaîne CI/CD.
Et ça, aujourd'hui, ça existe déjà chez la plupart de nos clients. C'est quelque chose qui est assez mature, qui évolue, mais qui est déjà présent. Une fois que j'ai développé mes API, je vais vouloir les exposer et les rendre accessibles. Pour ça, il va falloir que je les gère, au travers notamment d'un API Manager par exemple, pour pouvoir les déployer, gérer la notion d'API public, d'API privé, gérer le versioning, etc. Et ça aussi, finalement, chez nos clients, même si c'est un peu moins mature que la partie développement, c'est déjà plus ou moins implémenté. Il y a des choses qui sont définies, même s'il y a encore un petit travail de maturation. Le troisième ingrédient, et qui est finalement celui qui est un peu plus en retrait, c'est la sécurisation. C'est un peu plus en retrait parce que finalement, ça a évolué moins vite que la partie développement. Et parce que forcément, il y a moins de retour sur investissement là-dessus. Néanmoins, c'est une brique importante. Et quand on parle de sécurisation d'API, on va parler de trois choses. La première, c'est qu'il faut considérer qu'une API, c'est comme un service web à l'ancienne, et donc ça doit répondre aux mêmes exigences de sécurité. Vous devez respecter les règles OAS, vous devez gérer des erreurs, contrôler les entrées et les sorties, etc. Par contre, ce qui change, c'est que aujourd'hui, les API elles se développent un peu partout dans votre récit. C'est plus une application monolithique qui est exposée. C'est des choses qui vont s'insérer dans une architecture qui doit être commune et partagée et homogène pour pouvoir la gérer de façon homogène, justement. Et pour ça, on va s'appuyer sur des standards, et notamment sur le standard OAuth, qui a été évoqué par Vincent juste avant. OAuth, comment ça fonctionne rapidement, finalement, c'est un client, donc une application, qui va chercher à accéder à des ressources qui sont exposées par des API au nom d'un utilisateur, d'un ressource owner. Pour ça, votre client va aller chercher un token auprès de l'Authorization Server qui va demander à l'utilisateur d'autoriser cette application à récupérer un token, éventuellement lui demander des consentements. Et le client va pouvoir récupérer ainsi un access token qui présente ses accès. Cet access token, il va pouvoir l'utiliser auprès des API qui vont le valider, vérifier que l'access token est valide, pas expiré et correspond bien à l'utilisateur qui demande d'accéder à la ressource avant de retourner la ressource souhaitée. Éventuellement, là je vais me focuser beaucoup sur OAuth 2.0, mais la surcouche OpenID Connect fonctionne plus ou moins pareil. Son avantage, c'est de rajouter un ID token qui permet à votre client de récupérer des informations sur l'utilisateur lui-même pour personnaliser un petit peu plus son parcours. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, ce standard OAuth, il va falloir l'intégrer dans une architecture de référence que vous voyez ici. Finalement, une architecture API, elle est composée de 4 grands éléments. L'application qui accède, l'API elle-même, l'Authorization Server qui délivre les tokens et les autorisations, et une API Gateway qui est là pour finalement exposer vos API. Et autour de cette architecture, vous allez l'adapter à votre contexte pour répondre à vos besoins. Vous allez par exemple rajouter des repositories pour gérer les clients, les customers, pour gérer les employés, pour gérer les partenaires. Vous allez définir également quelles sont les briques de votre architecture qui vont gérer les autorisations, c'est-à-dire contrôler les tokens et laisser passer ou non le demandeur. Par exemple, votre API Gateway peut autoriser une application sur la base du token qu'elle a reçu. Là où votre API va plutôt gérer les droits fins de l'utilisateur et autoriser une transaction parce que votre utilisateur a les bons droits. Et une fois que j'ai fait finalement mon choix de standard et mon architecture de référence un peu macro, il va falloir que je fasse l'implémentation de mon standard dans cette architecture. Et là, ça devient plus compliqué parce que OAuth est un protocole très ouvert qui laisse beaucoup de choix. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Par contre, j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui 4 éléments qui sont souvent des points de difficulté rencontrés par nos clients. Le premier, c'est finalement comment je laisse mes applications récupérer les tokens, enfin mes jetons OAuth, et quel format vont avoir ces jetons. Une fois que mon application a récupéré ces jetons, je vais vouloir gérer ses droits au travers des scopes notamment. Et ça, c'est aussi un point de valeur assez important. On verra pourquoi juste après. Et une fois que mon application a un token pour pouvoir accéder à mes API, comment mes API vont communiquer entre elles pour passer ces droits d'une API à l'autre et propager l'identité de mon utilisateur au sein de mon récit. Et là, ce sont des éléments plutôt techniques. Donc, on arrive finalement à avoir une application qui appelle mes API. Il y a également quelque chose à garder en tête quand on veut réduire notre time to market et se mettre dans un mode business qui correspond aux besoins actuels. C'est finalement se mettre au rythme des chaînes de delivery rapide et des méthodes agiles. Et ça concerne également la gestion des accès. Si on rentre un peu plus dans le détail, le premier élément, comme je disais, c'est de permettre à mes applications de récupérer mes tokens pour pouvoir appeler mes API. Le protocole OAuth, finalement, définit un certain nombre de cinématiques, donc ce sont des modes de récupération de tokens qui correspondent à des besoins liés au canal d'accès. Historiquement, il y avait 4 cinématiques qui ne couvraient pas tous les canaux d'accès, elles permettaient de répondre aux besoins pour les applications legacy, pour des applications de type portail web avec backend ou sans backend,
et également pour les systèmes à système, mais ça ne couvrait pas l'IoT et ça ne couvrait pas les applications qui n'ont pas d'interface utilisateur. Par exemple, les moyens de paiement, les validations de paiement quand vous faites des achats en ligne. Donc ces 4 cinématiques ont été revues, d'abord parce qu'elles ne répondaient pas à tous les besoins, donc elles ont été complétées avec des nouvelles cinématiques, et ensuite parce que certaines d'entre elles ouvraient des failles de sécurité. Et donc ce que vous devez retenir finalement de tout ça, c'est que vous devez choisir la bonne cinématique adaptée à votre canal d'accès. Dans 80-90% des cas, vous allez regarder la partie Authorization Code, faux, parce que c'est ce qui permet à des portails web et à des applications mobiles ou des single page apps finalement de récupérer des tokens de manière sécurisée. Donc c'est Authorization Code faux, plus ou moins agrémenté de PXI en fonction de si vous avez un token ou pas. Si vous faites de l'IoT, vous avez le device code. Et dans les autres cas, on a parlé pour le système à système du client credential. Pour les applications sans interface, vous allez pouvoir regarder Chiba, qui est le client initiated Backchannel Authent. Donc il faut bien choisir la bonne cinématique adaptée à votre besoin. Maintenant, votre application elle va récupérer son token. Il va falloir définir quel est le format de ce token. Et là aussi, OAuth laisse la porte ouverte à l'implémentation. En fait, OAuth ne définit pas la tête que doit avoir votre token. Dans le marché, finalement, on a vu émerger deux grandes orientations. La première, ce sont ce qu'on appelle des tokens opaques, qui sont des strings aléatoires qui ne portent pas de valeur en elles-mêmes. Et ça fait que quand l'API va récupérer le token pour savoir si elle doit délivrer la ressource ou pas, elle va appeler votre Authorization Server pour contrôler la validité du token et récupérer l'information qu'il y a dans le token. Ça a l'avantage de rendre ce token révocable, puisque finalement vous avez un endpoint central qui contient tous les tokens, qui est l'Authorization Server, de maîtriser sa taille, puisque c'est un string random mais de taille contrôlée. Par contre, l'impact, c'est les performances, puisque chaque API, pour contrôler finalement le droit de laisser passer ou pas l'utilisateur, par le token, va devoir appeler votre endpoint. La contrepartie, c'est les tokens au format JWT pour JSON Web Token, qui sont en fait un tableau avec des informations dedans, et qui permet à l'application ou à l'API qui récupère le token de regarder directement ce qu'il y a dedans. Ce format-là, vous allez le signer pour contrôler la validité du token, mais l'avantage, c'est que ça permet de maîtriser les performances, puisque finalement, une contrôle de signature cryptographique coûte beaucoup moins cher qu'un appel réseau auprès d'un service tiers. L'inconvénient, c'est que ce token n'est pas révocable, et surtout que nos clients ont tendance à rencontrer le problème du token bloat, c'est-à-dire qu'en fait, les tokens étant customisables, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, il a tendance à grossir jusqu'à un point où le navigateur ne l'accepte plus. Donc vous pouvez choisir entre ces deux orientations, ou même choisir finalement de partir dans les deux sens, dans les deux directions, pour profiter du meilleur des mondes, c'est-à-dire de chacun. C'est-à-dire que côté API Gateway public, là où vous avez vos applications et ce qui est exposé, vous allez plutôt utiliser du token opaque, que vous pouvez révoquer et qui a une taille maîtrisée. Par contre, en interne, au sein de votre SI, vous allez basculer sur du token JWS pour optimiser les performances. Donc j'ai mes tokens, je sais quel format ils ont, maintenant qu'est-ce que je mets dedans? Je ne vais pas rentrer dans le détail finalement de toute la customisation que je peux faire autour du token. Moi, je voudrais me concentrer sur la gestion des scopes, parce que ça aussi, c'est un point de douleur assez important rencontré par nos clients. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, les scopes ont été designés pour quelque chose qui ne répond pas aux besoins du métier. Les scopes, initialement, ça représente un droit délégué par un utilisateur pour une application sur une ressource qui lui appartient. Ça marche très bien quand vous êtes Facebook, vous avez un nombre de ressources finalement assez limité qui appartiennent effectivement à l'utilisateur, ses photos, son mur, son identité. Par contre, quand vous êtes une banque, quand vous êtes un retailer ou quand vous êtes un constructeur automobile, les données que vous manipulez sont beaucoup plus complexes. Un contrat bancaire ou un véhicule automobile, c'est pas un mur Facebook. Et en plus, ce sont des données qui n'appartiennent pas forcément à l'utilisateur lui-même. Ce sont des données qui vous appartiennent et que vous mettez à disposition ou que vous associez à l'utilisateur. Et donc très vite, les scopes peuvent devenir une quantité très grande à gérer parce que vous allez les multiplier si vous ne faites pas attention et en avoir des centaines à gérer. Il y a 4 grandes règles à respecter pour pouvoir se sortir de cette situation. La première, c'est de limiter le nombre de scopes. Vous n'allez pas créer un scope par API et par verbe. Verbe au sens HTTP, un patch, post, get, etc. Parce que justement, comme je disais, vous allez avoir un nombre de scopes exponentiel que vous n'allez plus réussir à gérer. Pour ça, vous allez devoir définir finalement, avec le métier, des groupements fonctionnels, voire techniques, d'API qui font sens à être appelés en même temps et par une même application. Et ce groupement fonctionnel doit matcher finalement votre modèle d'habilitation, qui va permettre de réduire le nombre de scopes. Le troisième point à garder en tête, c'est que vos développeurs ont besoin de connaître à un moment T quel scope ils doivent utiliser pour appeler quelles API. Donc il faut communiquer ces informations-là, avoir un référentiel scope API à jour et disponible pour vos développeurs.
Ça peut être un service dédié, ça peut être votre Swagger, ça peut être votre API Manager qui comporte ces informations-là sur la documentation des API. Néanmoins, il faut que ça soit disponible facilement et à jour. Et enfin, le dernier point à garder en tête, c'est de regarder les évolutions du standard autour des scopes, puisque des choses intéressantes commencent à arriver. Notamment, on voit arriver les scopes dynamiques, qui permettent par exemple de restreindre ou d'agrémenter des scopes en fonction d'un couple application et groupe d'utilisateurs qui accèdent à l'application. Et ça va permettre d'affiner finalement vos scopes sans les multiplier. Donc maintenant, j'ai une application qui a récupéré un token, qui a le bon format, qui a les bons scopes pour accéder à une API. Néanmoins, très souvent, dans une architecture API, l'accès à la première API front n'est pas une fin en soi. En fait, cette API va devoir appeler d'autres API elle-même pour récupérer les informations qui vont lui permettre de construire sa réponse. Et là, se pose beaucoup de questions sur comment je propage mon token au sein de mon SI et comment je limite finalement les risques de sécurité à faire cette propagation. Il existe plusieurs solutions, plus ou moins viables. On va en passer quelques-unes en revue, mais ce ne sont pas les seules. Et notamment, la première idée qui arrive très souvent et qu'on voit très souvent sur le marché, qui n'est pas forcément une bonne idée, c'est de se dire qu'une fois que j'ai passé mon API Gateway, mon API Gateway va transformer mon token en données en clair, alors soit dans des headers, soit dans des objets Java, que mes API vont pouvoir utiliser. Le problème de ça, c'est que si une API est compromise, elle va avoir accès à l'ensemble des API au nom de tous vos utilisateurs et donc récupérer toutes les ressources. Donc la surface d'attaque devient extrêmement grande. L'alternative qu'on voit également beaucoup, qui permet de réduire un petit peu la surface d'attaque finalement, c'est de transmettre mon access token initial jusqu'au fin fond de mon SI d'API en API. L'avantage, c'est qu'effectivement, une API compromise va être scopée au token qu'elle a pour l'utilisateur qu'elle a, néanmoins ça lui laisse quand même une grande surface d'attaque. Vous avez donc deux autres alternatives qui permettent de réduire encore cette surface d'attaque et sont un peu meilleures. La première, c'est finalement de faire des chaînes de scope. J'identifie dès le départ quelles vont être les API qui vont être appelées, je définis une chaîne de scope et finalement mon application demande cette chaîne initialement, ce qui permet de dire que quand une API est compromise, elle ne peut appeler que les API qui correspondent à sa chaîne. Ça permet de bien sécuriser. Le problématique autour de ça, c'est que ça demande de connaître la chaîne en amont et surtout que celle-ci soit plutôt invariante dans le temps. Si vous avez un SI qui bouge beaucoup ou besoin de plus de souplesse, vous allez vous tourner vers une option 4 qui est le token exchange, qui permet de constituer finalement un token composite pour une API, qui sera constitué des informations de l'API et de ses propres droits, et du token initial qu'elle a reçu. En fait, on va créer une sorte de blockchain de tokens qui permettent de contrôler les accès. L'inconvénient de ça, par contre, à garder en tête, c'est les impacts performance, parce que chaque API va devoir générer un nouveau token. Et là, vous avez une solution assez simple pour optimiser un peu les choses, c'est penser cluster fonctionnel et technique, puisque finalement, très souvent, vos équipes de dev ne vont pas développer une API, elles vont en développer plusieurs, par exemple 5 API, qui vont être exposées sur le même service web. Si vous avez des appels entre ces API, vu qu'elles sont exposées sur le même service web développé par la même personne, si une est compromise, les autres vont être compromises, donc ça ne sert à rien de faire du token exchange entre ces API, vous allez simplement les appeler l'une à l'autre. On a vu toute la partie technique, beaucoup de choses de partie technique, il y a d'autres éléments à regarder, mais ce sont des choses d'implémentation déjà. Mais il n'y a pas que ça à garder en tête finalement quand je construis une architecture d'API. Quand je veux sécuriser ma API, il va falloir aussi que je pense gouvernance et opération sécurité. Et aujourd'hui, la mise en agilité de ma sécurité est déjà avancée. Certainement, vos équipes sécurité ont potentiellement mis en place des éléments. Par exemple, un security champion, qui est quelqu'un de la sécurité détaché auprès des équipes de développement, qui va être là pour faciliter la communication, pour anticiper les besoins, détecter en amont les analyses de risque à faire, etc. et participer à optimiser le time to market. De même, la sécurité se marie très bien avec les chaînes DevOps pour faire du DevSecOps parce que vous avez des outils automatisés qui peuvent être insérés et vous avez des méthodes finalement itératives d'analyse de sécurité. Mais ça, ce n'est pas suffisant et vous allez devoir également mettre en agilité finalement vos équipes IAM. Ça passe pour éviter que l'IAM devienne un goulot d'étranglement. Ça passe par deux choses. La première, c'est l'APIisation de vos IAM. En fait, votre outil IAM doit être APIisé pour pouvoir s'intégrer finalement dans votre outillage, le monitoring, le déploiement automatique et également tout ce qui est test. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir aussi penser self-service finalement pour vos développeurs. Là, je vous invite à penser à ce que fait Facebook. Si vous développez une application Facebook, vous n'allez pas aller rencontrer les équipes IAM de Facebook qui vont vous expliquer comment fonctionne leur système, qui vont vous créer un agent et vous créer vos scopes. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous enregistrer sur un portail de développeurs, créer votre application et vous autogérer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à garder en tête pour vous. Alors certes, vous n'allez peut-être pas avoir envie de tout exposer à tout le monde, mais néanmoins, sur certains périmètres, c'est quelque chose qui est envisageable.
Par exemple, sur votre environnement de développement, vous pourriez très bien envisager d'avoir un portail de développeurs à destination des développeurs justement, pour qu'ils s'autogèrent dans cet environnement qui n'est finalement pas critique et où il n'y a pas de données critiques dedans. De même, si vous avez des partenaires qui viennent consommer vos API pour construire leurs propres applications, vous pouvez imaginer un portail de développeurs pour ces partenaires qui auraient accès à la création d'agents pour un certain nombre de scopes que vous aurez prédéfinis en amont. Ça ne vous empêche pas de mettre en place des chaînes de validation, de mettre des mesures de sécurité, mais ça va permettre de libérer du temps de vos équipes IAM, parce que très souvent, ces équipes IAM, en plus de devoir gérer des scopes et des agents, elles s'occupent de la montée, de la montée fonctionnelle de la stack, de la MCO, éventuellement du support. Elles sont déjà très surchargées, et c'est très frustrant pour un développeur de devoir attendre 2 semaines que l'équipe IAM lui rajoute un scope dans son agent pour son environnement de développement. Et l'avantage en plus de la norme OAuth, c'est qu'elle expose 2 RFC qui permettent de faire ça sur la base de standards et de construire finalement un portail de développement sur la base de standards. Je pense que vous l'avez senti au travers de mon discours, OAuth c'est finalement un protocole et un standard qui laisse la porte ouverte à beaucoup d'éléments et qui est constitué de nombreux RFC. En fait, OAuth aujourd'hui, c'est 22 RFC, 6 specs, 30 drafts actifs de spécifications. C'est des corpus de milliers de pages et c'est très compliqué de savoir ce que vous devez implémenter. La bonne nouvelle, c'est à court terme, vous avez OAuth 2.1 qui arrive, qui va réduire les choix d'implémentation et notamment couper toutes les options non sécurisées. Et à beaucoup plus long terme, OAuth 3, qui sera un framework complètement différent et qui ne sera pas forcément rétrocompatible. Mais ce qui veut dire que d'où l'intérêt d'avoir une architecture d'API très standardisée et très proche du marché parce que ça facilitera la migration. En résumé, pour construire votre architecture d'API, vous devez vous baser sur les standards, partir du standard OAuth 2, il n'y a pas d'alternative, mettre en place une architecture de référence autour d'une API Gateway, implémenter des additifs qui sont adaptés à votre besoin. Vous n'avez pas besoin d'implémenter les 22 RFC, vous allez devoir choisir des éléments qui vous correspondent. Et enfin, pensez à rendre agile la sécurité et surtout votre gestion des accès pour ne pas faire de goulot d'étranglement alors que tout le reste de votre récit est prêt à partir en mode agile. Là-dessus, c'est fini pour ma partie. Je laisse Vincent reprendre la main pour conclure ce webinaire. Merci David. Et donc, quelques mots en conclusion sur les API Rich5. Donc, tout d'abord, vous avez vu effectivement une réelle complexité. Donc, sécuriser les API revêt une complexité certaine. Les cas à prendre en compte sont extrêmement nombreux. En fait, chaque option que nous a mentionné David correspond à potentiellement un cas d'utilisation. Typiquement, on l'a mentionné tout à l'heure, entre une application mobile et une appli web traditionnelle, on ne va pas mettre exactement les mêmes flows d'authentification haute. On va parler de flow standard dans un cas et de PKCE dans un autre cas. Donc la question, c'est vraiment comment je me retrouve en fait dans toute cette complexité. Heureusement, pour prendre en tout, des gens ont pensé, on fait des standards qui viennent nous aider pour s'assurer que les principes de sécurité sont bien respectés. Mais inhérent aux problèmes qu'on souhaite résoudre, ces standards sont également assez complexes et fastidieux et on doit les implémenter. Et là, leur implémentation nécessite une connaissance détaillée et vraiment des connaissances précises. Et c'est pour cela qu'en fait Rich5 vous apporte une abstraction en fait de cette complexité. Être certain de mettre en place des échanges sécurisés dans le respect des standards et de la bonne implémentation. En sécurité, c'est toujours le maillon faible. Si on utilise le standard mais qu'on se trompe, on va pouvoir ouvrir son implémentation à du cookie session hijacking, du cross-site scripting, etc. Donc, on doit s'assurer qu'on respecte bien l'implémentation. Et ça, c'est ce que nous faisons à Rich5, c'est ce que nous apportons sur étagère. Un peu comme Twilio, dans son modèle, vous abstrait la complexité de la téléphonie. Nous, on vous abstrait la complexité de tous ces standards pour qu'ils soient, comme on touche à un sujet de sécurité, pour qu'en plus, non seulement on vous permette d'aller plus vite, mais dans le respect de ces normes-là. Pas avoir des trous de sécurité dans son implémentation. Ce qu'on voit très clairement, nous, associé à ça, c'est que chez nos clients, souvent, le endpoint de login, c'est le premier endpoint attaqué. Donc, nous, on fournit l'Authorization Server, dont on a parlé précédemment, via un endpoint de login, via nos API, et tous les principes qu'on vous a mentionnés, nous, on va les sécuriser. Le rate limiter, l'audit log, la protection sur les denial of service, etc. On vient, nous, vous apporter en fait tout ça sur étagère pour aller vite sur votre point d'entrée de vos sites.
Ce qui nous amène sur ce qu'on appelle, nous, la roue de l'authentification. Donc, vous voyez bien au haut, là, sur la partie, on va dire à 8h, 9h. 8 heures plutôt sur cette roue. Mais il y a énormément d'autres éléments, en fait, d'autres briques. On a parlé d'OAuth, on a parlé d'OpenID qui est associé à OAuth, on va dire. Mais vous avez toute la biométrie avec Philo2 qui arrive. Vous avez aussi les connecteurs sociaux. Et les connecteurs sociaux, en fait, ça n'est rien d'autre qu'une abstraction encore d'un plus haut niveau de OAuth. C'est-à-dire qu'on vient nous exerciter OAuth d'un Facebook, d'un Google, d'un PayPal, d'un Apple, pour les embarquer et vous donner une authentification OAuth Rich5 qui va vous permettre ensuite de fédérer votre identité dans tous vos systèmes. Donc on va amener aussi toutes les technologies dont on va avoir besoin. Là j'ai parlé de la biométrie pour fluidifier les parcours, augmenter la sécurité, mais aussi fluidifier les check-out en faisant de la capacité à faire du one-time password. C'est vraiment tout cet écosystème-là que les API Rich5, comme je l'ai mentionné, sécurisés dans les règles de l'art, vont vous apporter. Et au final, quel que soit le canal utilisé, quelle que soit la technologie que vous utilisez, que vous ayez une app mobile, que vous ayez une single page app, que vous ayez, qu'on soit sur le terminal de point de vente, on va vous apporter des solutions qui vont vous permettre d'identifier de manière sécurisée et d'échanger, de faire circuler cette identité dans votre récit avec les différents chaînages d'API qu'a mentionné David. C'est la valeur que Rich5 vous apporte. Merci. On va passer maintenant en mode questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à en poser. On en a déjà quelques-unes. Il y a une première question. David, je crois pour toi. Comment s'articule FIDO2 avec OAuth ? Oui, très bien. En fait, c'est une question très intéressante. En fait, FIDO2, c'est un protocole d'authentification. Et c'est finalement ce que va utiliser l'Authorization Server pour prouver l'identité de la personne avant de lui demander ses consentements et de délivrer un token. Donc c'est vraiment en amont de la chaîne de OAuth, qui est lui plutôt un protocole de fédération et d'accès, et d'autorisation, pardon, qui permet d'accéder à l'API. Donc finalement, FIDO2, ça se marie très bien avec OAuth, ça ne répond pas aux mêmes besoins, et les deux sont complètement complémentaires. Ensuite, on a une autre question qui est sur comment gérer la scalabilité et la disponibilité des API. Donc celle-là, en fait, à Rich5, donc, comme je vous ai mentionné, on a ce endpoint, nos API en propre liés au serveur d'autorisation qui sont, quand nos clients peuvent avoir des montées de charges assez impressionnantes. Hein. Si on parle d'un Black Friday, on parle de Noël, on parle des soldes. Les soldes la semaine prochaine, on a pas mal de clients qui sont dans les starting blocks en train de nous appeler, de vérifier que tout est OK. Donc la scalabilité, David l'a mentionné en fait aussi dans certains aspects de performance, selon les solutions qu'on va choisir, eh bien on va avoir plus ou moins de performance. Ensuite, on va vouloir s'appuyer aussi sur une architecture elle-même scalable, donc une implémentation software as a service que Rich5 vous apporte, et donc qui va vous permettre d'encaisser jusqu'à des milliers de logins à la seconde ou plus, et vous assurer qu'en fait que tous vos clients vont pouvoir rentrer sur votre site, peu importe la charge. Et ensuite la disponibilité. La disponibilité, c'est un certain nombre d'éléments en fait qui vont aussi avoir une dimension de sécurité, denial of service. Donc ça, on est protégé contre ce genre d'attaque. Mais après, effectivement, tout ce qui est notre architecture redondante, notre capacité, nos backups, notre capacité à faire du disaster recovery, et en fait vraiment tout votre point d'entrée, vous le sécurisez aussi sur ces aspects-là. La sécurité, on l'a focalisé sur OAuth, mais la sécurité, si on parle de CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, sur l'angle Availability, on permet également de répondre. Et ensuite, on a une dernière question, David, je pense, pour toi. Est-ce que le SIAM est fait pour le B2B ? C'est une question qui m'est pas évidente, pour le coup.
En fait, ça va dépendre finalement du travail fait votre B2B. Si votre partenaire a vocation finalement à gérer vos clients, à interagir avec eux, par exemple une assurance auprès de ses agents et que les agents sont chargés par exemple de revendre des contrats d'assurance, etc. Oui, ça fait sens de mettre votre B2B dans votre SIAM parce que vous avez une liaison forte entre votre B2B et votre B2C. Si finalement votre partenaire c'est plutôt un fournisseur ou quelqu'un qui n'a pas de relation directe avec vos clients, dans ce cas-là, la question, ça fait beaucoup moins sens et votre B2B aurait peut-être plus de sens à être mis auprès de vos employés ou dans un système dédié que dans votre SIAM. Donc ça dépend vraiment finalement de la finalité de votre B2B et de la proximité qu'ils ont avec vos clients. Il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre attention durant ces 45 minutes, en espérant vous avoir éclairé sur les enjeux de sécurité des API, les use cases associés et ainsi que, bien entendu, les solutions en termes de sécurisation de ces API et donc de votre récit qui va s'appuyer de plus en plus sur ces API-là. Merci à vous et très bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci.